Jour première. Africa Gordillo. Il est 9h et bientôt 32 minutes. Bienvenue sur la première, bienvenue dans Jour première. On est très heureux de vous accompagner ce matin. Chloé Skeuten et Antoine Bout sont nos invités ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous avez publié Apnée aux éditions On Lit, un livre que vous écrivez non pas à vous deux, mais à quatre, puisqu'il est aussi écrit ce livre coécrit par Clément Thierry et Jeanne Pruvot-Simoneau. Alors ce livre, passez-moi l'expression, c'est un ovni. Je ne sais pas le dire autrement, conformiste s'abstenir, un ovni par sa forme, un ovni par son contenu. Ce livre, c'est aussi une blague, c'est vous qui le dites, c'est ce qu'on apprend en le lisant. C'est vraiment une blague, Chloé Skeuten ? Je dirais oui, c'est une blague, mais une blague... en fait, quand on raconte une bonne blague, on y croit à fond, et donc pour que ça marche. Et donc, c'est une blague pour du vrai, quoi. C'est une vraie blague, quoi. Mais c'est... La nuance, elle est toute petite. Oui, c'est ça, on rigole de tout, mais à la fois tout est pour du vrai, quoi. Oui, donc c'est vraiment... c'est de l'ironie sur le monde, un peu, beaucoup. Ironie, je pense pas, non, c'est plus... c'est parce que c'est une manière de pas prendre au sérieux, mais du coup d'aller encore plus loin, peut-être. C'est une blague, Antoine Bout ? Oui, c'est une blague. Je crois que, c'était un peu une idée qui m'est venue. C'est moi qui ai écrit ce passage-là. Pour moi, c'est un espèce un moyen efficace et je dirais, accessible, tout public, pour expliquer que ce livre, c'est un livre qui invente sa forme. Et donc, c'est pas un format classique de roman, ça c'est clair. etc. On va y revenir. Et donc, je dis que c'est une blague. Donc, c'est une nouvelle forme de littérature. C'est une littérature qui s'invente selon les besoins autour desquels elle tourne, quoi. Donc ici, il y a certaines questions qu'on se pose, qu'on essaye de prendre en charge de façon très sérieuse, disons. Mais pour ça, il fallait passer par une espèce de révolution de la forme de l'écriture. Et donc, comme il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, etc., et de détonnant éventuellement, je me suis dit que l'idée de la blague, c'était un peu assez juste. C'était une sorte de politesse vis-à-vis du lecteur pour lui annoncer qu'en fait, il pouvait s'attendre à tout et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. De le rassurer. Voilà. Alors, en allant sur Internet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai trouvé des vidéos et vous étiez notamment au Limbe de Saint-Étienne, donc c'est un espace d'art plastique. Vraiment, alors pour vivre cette expérience que vous racontez dans le livre, c'est vraiment du vécu, ce livre, finalement. C'est... En fait, pour écrire le livre, plutôt, moi, dans ma vie, je fais beaucoup d'expériences, mais d'ailleurs, Antoine aussi, avec Clément et avec Jeanne, mais c'est des expériences qui réfléchissent comment vivre autrement, en fait. Et à partir de là, moi, j'écris principalement à partir de ce que je vis. Donc, c'est une manière de fixer ce que j'ai vécu. Donc, il y a plein de fragments du livre qui sortent directement d'expériences vécues, ouais. Et au Limbe de Saint-Étienne, justement, c'était ça. On est parti un mois vivre là-bas et on a vécu uniquement autour de déchets. Donc, par exemple, on s'est nourri uniquement de déchets, donc même pas de la récup, mais ce que plus personne ne veut, ce que plus personne ne voit. Donc, les boues, les retailles, les pelures, une vraie expérience. Les miettes. Les miettes de trancheuses des boulangeries qu'on allait récupérer pour refaire des pains. Et voilà, donc on a travaillé autour de ça. Et l'idée, c'était de tenir cette contrainte pendant un mois et de devoir toujours imaginer autour de cette contrainte. Alors on est un peu, malgré tout, un peu abstrait. On va parler de l'histoire de ce livre, Apnée. L'histoire, c'est notamment celle de Fredo, qui donc hérite, je reprends les termes de votre livre, d'un gigantesque domaine boisé qui échappe à tout contrôle. C'est en bordure d'une grande ville. Alors Fredo, il n'a pas assez d'argent pour entretenir ce domaine. Il postule donc pour devenir prof de philo et il va préparer des dossiers pédagogiques avec la bande qui se trouve sur le terrain, des amis, des jeunes. Cette bande, elle est en dehors du monde tel que nous le connaissons. Pourquoi être en retrait du monde comme ça, Chloé Skeuten ? Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est que moi, j'ai vraiment besoin de me retirer du monde régulièrement, me retirer du flux, justement, et de sa rapidité, sa vitesse, pour pouvoir le regarder, justement, et le repenser. Et donc, c'est vraiment des moments d'échappatoire, mais nécessaires. Donc, avec Clément, une des dernières expériences qu'on a fait, c'est on est parti vivre sur un rond-point en pleine ville, et au centre de l'agitation, mais en dehors du monde, en son centre. Donc, on a creusé un trou sur ce rond-point,
Et on s'est mis là pour rien faire, en fait. Mais rien faire, c'était aussi Mais rien faire pourquoi ? Mais justement, arrêter de faire. Arrêter de produire, arrêter de coloniser, d'être dans le fait de tout le temps agir. Parce que je pense, en tout cas, moi, ça m'est nécessaire d'arrêter par moment. Et ce livre, c'est aussi un peu ça, quoi. On s'est retrouvés tous les 4 et ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On arrête ce qui se passe en ce moment, on arrête et on pense un peu, on réfléchit et on essaye de penser les choses autrement, quoi. Donc c'est un livre écrit à 4, c'est un livre écrit à 8 mains, j'ai envie de dire. C'est un mélange de textes qui s'adresse au lecteur, mais il y a aussi pas mal d'illustrations, des dessins. Un livre qui est écrit à 4, ça se passe comment, Antoine Boute ? Ça se passe. Il y a toutes sortes de façons de faire, évidemment. Il peut y avoir un chef ou pas, etc. En fait, ici, il se fait que c'est moi qui suis à l'origine de... Vous aviez écrit un livre précédent aussi, hein, Fredo, on le connaît. C'est le 3e volet d'une série, disons. Les 2 premiers, c'est moi qui les ai écrits, et donc j'ai repris le personnage, etc., le contexte. Du coup, c'est vraiment la suite, mais je trouvais intéressant de faire intervenir d'autres personnes dans l'écriture de mon livre, parce qu'en fait, souvent je capte, comme beaucoup d'écrivains, je capte ce qui se passe autour de moi, etc. Donc en fait, finalement, il y a toujours des gens que je connais qui se retrouvent dans mes livres, même si c'est moi qui les écris. Alors pourquoi pas les mettre cette fois-ci carrément en tant qu'auteur, quoi, du livre. Et donc c'est comment ça se passe ? Ça se passe de façon organique. Finalement, en fait, moi, je les ai invités à participer au livre. Et en fait, j'ai plutôt pris en charge le début du livre, un peu son espèce de... une ébauche de structure, etc. Et après, en fait... c'est comme s'il s'était approprié la chose, et finalement après j'interviens un peu ponctuellement dans le livre pour garder. J'ai l'impression que je me suis un peu occupé de la structure narrative, mais tout le reste c'est eux, en fait. Donc du coup ça fait un livre très hétérogène. Il y a toutes sortes de contextes et de principes d'écriture différentes, etc. D'illustration aussi, je le disais. Aussi, oui. Et puis, mais en fait, c'est assez clair de ce vers quoi il se dirige et quel est son objectif, quoi. Alors, vous parlez aussi d'enseignement d'école. J'ai envie de vous faire écouter ceci. Je suis, il faut l'avouer, un père déçu par l'école, parce que je trouve que c'est une école d'un autre âge. C'est une école industrielle, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'elle crée des enfants en rang groupé. Ils doivent tous avancer à la même vitesse, comme s'ils allaient tous aller à l'usine à la sortie, comme on le faisait il y a 100 ans. Là, il y avait une logique. On était dans une ère industrielle, mais les usines, malheureusement, ont fermé. Et le monde a changé. Et aujourd'hui, on forme nos enfants exactement de la même façon. On leur demande de s'asseoir 50 minutes, alors qu'on sait qu'ils en sont incapables, qu'ils ont besoin de bouger, que la capacité de concentration, elle est de 20-25 minutes. Enfin, les sciences cognitives sont passées par là, et l'école n'a rien entendu. C'est ce que je dis. La race a muté, l'école est restée dans les cavernes. Et l'école est vraiment restée dans les cavernes pour moi. Vous l'aurez reconnu, Jérôme Collin, qui pour une fois ne posait pas des questions, mais y répondait à l'occasion de la sortie de son livre Le Champ de bataille, paru aux éditions Alary. Alors si je passe cet extrait d'interview de Jérôme, c'est pour parler de l'école, bien sûr. Dans votre livre, votre petite bande s'active va imaginer là une contre-école. L'enseignement d'aujourd'hui, vous n'y croyez pas, Antoine Boute ? Je suis moi-même prof dans des écoles d'art. Donc... c'est une question, en tout cas, qui me fascine. Je ne sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, parce que c'est pas une question. Mais il est à réformer, en tout cas. Selon vous, il est à réformer. Oui, mais par contre, j'ai pas vraiment de programme à proposer. Par contre, je crois que c'est une question ultra complexe. C'est vraiment une grosse machine très étrange et qui cristallise toutes sortes il me semble, d'angoisses et de désirs de la société qui sont largement inconscients. Et pour moi, la plus grosse urgence, la plus grande urgence par rapport à l'enseignement, c'est de sérieusement s'attaquer aux problèmes réels auxquels fait face le monde aujourd'hui, quoi. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas du tout... L'école n'est pas en phase avec le monde, c'est ça que vous dites ? Avec le futur du monde, avec
Enfin, on parle beaucoup pour l'instant de toutes ces histoires de réchauffement climatique et le jour du dépassement, toutes ces choses-là. Enfin, je veux dire, on n'est pas à un moment aléatoire de l'histoire de l'humanité. Il y a quand même quelque chose de très très grave qui émerge là, enfin qui est déjà là, mais là un peu, mais qui va émerger peut-être de façon très brutale, etc. Donc je crois que l'école est quelque chose de, enfin c'est quand même c'est quand même la structure sociale, l'institution qui permet de faire face au futur. C'est ça, on forme des gens à qui on va remettre le monde plus tard, etc. Et donc, j'ai l'impression que ces questions-là, elles ne sont pas spécialement prises en compte de façon assez sérieuse, en tout cas. Restez bien là tous les deux, on va marquer une petite pause. Jour première. Africa Gordio. Chloé Skeuten et Antoine Boutz sont nos invités ce matin. Vous avez publié Apnée aux éditions On Lit, un livre à 4 auteurs, puisque Clément Thierry et Jeanne Pruvot-Simoneau ont également coécrit ce livre avec vous. Alors, il y a aussi, on le disait, des illustrations dans ce livre. C'est à vous qu'on les doit, Chloé Skeuten, les illustrations ? Pas que. Pas que. Non. Il y a Clément aussi. Il y a Clément aussi. Moi, j'aime bien aussi pas dire qui a fait quoi. C'est un peu on s'en fout. Oui, par contre, ça se voit, quoi. Ouais. Ça se voit parce que vous connaissez. Oui, mais je veux dire, il y a vraiment deux styles différents de dessin. Et puis alors, il y a des écritures que Jeanne a réalisées. Écriture à la main gauche, parce que c'était cassé à la main droite. Expliquez-nous. Nous, évidemment, en lisant le livre, on comprend pourquoi à la main gauche, mais c'est assez tordu si l'un de vous deux veut bien expliquer. Chloé ? Elle s'était cassé la main, la bonne main. Et du coup, elle en a fait une expérience esthétique. Et peut-être éthique aussi, puisque la main droite, c'est la main de l'efficacité, et de ce qu'on sait faire, etc., de l'habilité. Et là, c'est vrai aussi qu'on ne lit pas du tout ces pages-là de la même manière. Non, c'est ça, il y a une espèce d'expérience, peut-être un peu de déchiffrage. Non, complètement de déchiffrage, ça je peux vous assurer. Mais ça ralentit, c'est bien parce que ça ralentit la lecture, et ces textes, on la caractérise d'être très dense. Et donc, ralentir la lecture. Et c'est ça que vous cherchez, en fait, ralentir la lecture. C'est aussi des textes matière, même dans le langage et tout ça. Et donc, voilà, là, c'est vraiment de la matière qui sort. Et c'est pas du tout la même lecture efficace qu'on peut avoir quand on court après des idées ou qu'on veut réfléchir à des choses. Et là, c'est vraiment entrer dans une autre lecture. Une physicalité de la langue. Donc, une matière aussi, un rythme, une musicalité, des couleurs, etc. Et pourquoi mélanger illustration, dessin et texte ? Moi, quand j'écris, je suis pas non plus hyper à l'aise avec l'écriture. Je me sens pas du tout écrivain, mais par contre, j'aime bien exprimer des idées et du coup, j'emploie les outils que j'ai, donc les dessins, les textes, et je mélange les deux. Et pour moi, ils se complètent vraiment. C'est pas des illustrations. Je les conçois plutôt en même temps et c'est vraiment. Ils continuent, quoi. C'est la suite du texte. Mais d'ailleurs, dans le livre, vous expliquez que l'on parle trop. Je vous cite, là, c'est cerner, dompter, transformer le monde. C'est ça, parler. Ben oui. Pas que, quand même. C'est un peu réducteur. Mais il n'y a pas toujours cet esprit de domination de la langue. Non, mais par contre, je crois que la langue, elle forme, elle structure la pensée de telle et telle manière. Ouais. Et finalement, on perd le reste, quoi. Donc, de toute façon, parler, c'est réduire. Bon, exister aussi, c'est réduire peut-être, mais bon, voilà, il y a beaucoup d'impensés dans la langue et dans l'écriture, dans la littérature, etc. Et c'est toujours un exercice intéressant à faire que d'essayer de déconstruire ça et de voir quels sont les présupposés inconscients et non, enfin, en tout cas, dont on n'a pas trop connaissance et qui peuvent être en fait finalement, sans le savoir, néfastes éventuellement, quoi. Votre livre, finalement, c'est aussi le reflet donc d'une expérience, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment être en dehors du monde, dans une bulle ou dans une jungle, pour penser le monde autrement, pour prendre le temps de penser le monde autrement ? Chloé Skeuten. Mais c'est comme je disais, chacun son truc aussi, mais en dehors dedans, quoi. Je pense que c'est tout contre, quoi. D'ailleurs, comme la contre-école, c'était un peu ça l'idée aussi, mais Je vais encore vous faire réagir à un autre extrait sonore. Ils
Ils étaient 3000, des milliers de citoyens rassemblés en une seule et même chaîne humaine pour dire non à l'opération de police prévue contre les migrants. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. C'est pour les SDF de Bruxelles, un petit projet qu'on a fait ici, toute une bande de copains. On est là et le 23 décembre, en fait, on a fait un petit projet qui s'appelle Noël pour tous et qui consiste à faire une récolte de vêtements, de biens, de nourriture qu'on va distribuer le samedi à partir de 15h à la gare centrale. Le secteur de la distribution alimentaire s'est imposé parce que c'est un secteur qui a un double impact positif. Dans le sens où on lutte à la fois contre le gaspillage alimentaire et on lutte aussi contre la précarité et l'insécurité alimentaire à Bruxelles. Voilà quelques exemples de solidarité à droite, à gauche dans ce monde qui nous entoure. La solidarité, c'est quand même, on le ressent assez fort quand même dans votre livre, c'est quand même une valeur à laquelle vous tenez fondamentalement. Antoine Bout. Oui, bien sûr. Ça sous-entend quand même, ça sous-tend votre livre. Oui. C'est-à-dire que c'est une espèce d'évidence de la vie en fait qui a tendance à être un peu occultée par les formes de vie urbaines qu'on essaye de nous imposer de plus en plus, quoi. Enfin, il y a toutes sortes de formes de vie urbaines possibles, mais ce vers quoi les villes se dirigent aujourd'hui, vers des espèces de villes, de parcs d'attractions et commerciales, etc. Enfin, il y a détériore en fait de plus en plus cette histoire de solidarité ou d'entraide qui est assez, qui est hyper évidente en fait et qu'on retrouve beaucoup dans les villages dès qu'on quitte un peu la ville, etc. Enfin, les zones d'existence un peu autres que vraiment urbaines, de façon hyper moderne, etc. Mais je crois que très vite on retombe là-dedans. Donc voilà. Je vais vous demander de patienter un petit peu, le temps d'écouter une petite chanson. Julien Doré, et oui, Kiss Me Forever. Julien Doré, il est 9h53. Chloé Skeuten, Antoine Bout sont nos invités jusqu'à 10h. Ils ont publié Apnée aux éditions On Lit, avec, je le rappelle encore une fois, Jeanne Pruvot-Simoneau et Clément Thierry. On a parlé tout à l'heure de la manière dont vous avez écrit le livre. Donc, ce livre, finalement, il s'est construit petit à petit. Et comment se sont imbriquées les illustrations et les textes ? Ça s'est fait comment, ça ? Eh bien, au moment de l'écriture, il y a des évidences. En fait, les dessins explicites, disons, accompagnent le texte et font partie du texte. Après, donc ils ont été élaborés en même temps que les textes. C'est surtout Chloé et Clément qui ont travaillé comme ça. Donc peut-être tu peux expliquer plus que moi. Chloé Skeuten ? Mais donc, c'est ce que je disais, c'est les dessins. Pour moi, c'est vraiment la continuité. Et comme c'est des cours et qu'il y a pas mal de données, en fait, représenter qu'on voit directement les choses aide à une compréhension. Pour moi, c'est des schémas en fait beaucoup. Comme une espèce de PowerPoint. En fait, c'est aussi quand Antoine nous a posé la question de, voilà, comment est-ce qu'on réinventerait l'école, comment est-ce qu'on ferait des cours. Moi, à chaque fois, ce que je me disais, c'est, moi, je suis pas du tout prof, quoi. Qu'est-ce que je peux apprendre ? Et donc, c'était à chaque fois comment trouver la manière dont en fait, comment s'inventer des profs ou comment se trouver des profs. C'est pour ça qu'il y a un prof cellulaire où c'est les cellules qui nous apprennent à nous-mêmes, ou un prof pigeon. Donc, c'est comment les pigeons sont profs d'anthropologie pour les hommes. Et donc c'est à chaque fois, c'était comment faire rebondir la question du prof, parce que c'est pas directement moi qui vais donner cours, mais via justement ce qui nous entoure, en fait, j'apprends, quoi. Voilà. Alors, ce livre, est-ce qu'on peut dire de lui que c'est vraiment une dénonciation de la société consumériste, quoi, vraiment la société de consommation, de surconsommation ? Dénonciation, je sais pas si c'est un pas de côté par rapport à ça. Dénonciation, bien sûr, ça je trouve c'est tellement évident que c'est même pas. J'ai même pas envie de le oui, en même temps, c'est votre propos. Oui, mais c'est tellement. J'ai envie d'être tellement radicalement à l'opposé de ça que j'ai même pas besoin de dénoncer en fait. Personnellement, je préfère inventer des formes de vie autres qui se démarquent totalement mais à tous les niveaux de ces besoins de consommer pour pouvoir exister, se prouver à soi-même et aux autres qu'on existe et qu'on est heureux, etc. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est même plus la question, quoi. Mais est-ce que le monde vous fatigue ? Moi, j'ai un peu cette impression-là. Moi, ce que je dirais juste par rapport à ça, c'est que, en fait, la dénonciation de la société de consommation, en tout cas le mécontentement par rapport à ça, c'est la pulsion de base qui fait naître le livre, mais du coup, on n'en parle pas, quoi.
Oui, parce qu'on veut être. En fait, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce mécontentement? Oui, qu'est-ce on qu'on veut être invente positif et pas négatif. C'est la réaction par rapport à un mécontentement. Alors, vous êtes positif, vous voulez être réactif, mais moi, ce que je ressens aussi à travers votre livre, c'est que vous restez dans votre bulle, c'est cette bande qui reste ensemble. Mais quelle est l'interaction avec la société ? Ici, ce livre-là, c'est parce qu'il fallait préparer les dossiers pédagogiques de Fredo. De Fredo. Donc c'est un peu personnage principal. Oui, c'est ça. Donc c'est un livre un peu qui est un peu une parenthèse, mais non. Mais l'idée, c'est quand même de. Mais je crois que c'est une bulle qui est injectée dans le monde sous forme de livre et sous forme de blague. Donc, je veux dire, c'est un livre qui est destiné à être lu. Vous nous avez dit hors antenne qu'il vous avait déstabilisé. Un peu, oui. Et donc, c'est un ovni, c'est ce que je disais. Oui, à l'antenne, cette fois, c'est vrai, c'est un vrai ovni, tant sur la forme que sur le fond. Oui, mais donc effectivement, c'est une injection d'une bulle effectivement qui est plutôt forestière, sauvage et hors de l'univers de la ville mondiale, disons, mais qui est injectée dans la ville mondiale. Et alors, ce qui est fabuleux en même temps, c'est que vous faites de la révolution, mais en dormant. Alors ça, c'est fabuleux. Quand même. Oui. Il faut quand même que vous expliquiez. Et ce que je dirais juste aussi pour ajouter, c'est que là, on est un groupe là, de 4 à avoir écrit ça, mais en fait, c'est pas du tout un groupe avec des limites. Nous, on se fantasme être tout un peuple, en fait. C'est juste... voilà, là, il y en a 4 qui ont écrit, mais en fait, on n'est pas un collectif ni rien, on est tous ceux qui veulent, quoi. Mais c'est par hasard qu'il n'y a que 4 personnes qui ont écrit le livre, et j'en ai invité tout plein d'autres, en fait. Mais bon, il s'est fait que pour les besoins... Antoine Boute, Chloé Skeuten, merci d'être passé dans notre studio. Je rappelle le titre de ce livre, Apnée, c'est aux éditions On lit. Il est 9h57 et Véronique Tiberghien vient de nous rejoindre. Mais oui, dites, c'est le retour. C'est très bien, on est heureux. Moi, j'espère. Bah oui, on est heureux. On va faire des petits bons de jour. On va garder quand même encore la formule été pendant une semaine et on va revenir avec un dossier préparé par Cédric Wautier qui s'est penché sur la question de savoir s'il était utile de parler de sexe après les vacances. On sait que les vacances, c'est une période en général où les gens se sentent mieux, les couples parfois se retrouvent. Oui, mais après les vacances, on fait quoi? On referme les portes, on reprend ses mauvaises habitudes. On va se poser la question avec Alexandra Hubin. Ça sera dans notre dossier du jour. À tout de suite.